إبراهيم، مرحبا بك معايا اليوم في هذا الابيزود ديال عجاج بودكاست. إبراهيم غادي نخليك أول حاجة كيف ما كندير معاك أي انفيتي هنا كيجي تعرف راسك peut-être في واحد 30 سكوند 1 مينوت وابخي من بعد غادي نحاولوا نكتشفوا دو بلوس ان بلوس اشنو دار إبراهيم في 30 عام الاخرى كذا 30 عام شحال بحال هكا. Oh, c'est gentil, Platinum, c'est gentil. Mais ouais, mais Anna, déjà ديالي شوية معقلة, donc on va خل switcher. قول اللي بغيتي بالعربي كيما خرجت العربيه فرونسي اونغلي باش ما خرجات Ok, حنا في هذا البودكاست اون اكسبتو. ok, bah, impeccable, impeccable. Donc voilà, je m'appelle Ibrahim Ouassari, je suis entrepreneur autodidacte, j'ai créé plusieurs entreprises dans les technologies depuis 2015, j'ai fondé Molen Geek, qui est un écosystème, un environnement qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous, donc aux personnes qui me ressemblent un peu, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de background académique. Donc parce que moi j'ai quitté l'école très tôt, malheureusement, bien À que quel âge؟ à 13 ans. 13 ans. Donc 13 ans. 13 ans دخلتي في الحياة الحقيقية. Exactement, exactement. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 8. Mon père et ma mère sont venus du Maroc. Moi, je suis né ici en Belgique, à Bruxelles. Et je suis l'avant-dernier d'une famille de 8. J'ai ma sœur qui est licenciée de l'université de Cologne, mon frère qui est juge, j'en ai 2 autres ingénieurs. Oh, moi, j'ai arrêté à 13 ans. Donc, j'avais tout le soutien scolaire et tous les rôles modèles à la maison. mais, آه. mais subhanallah, ça n'a Donc pas été. خلقتي لهم مشكل في العائلة j'imagine. Mon père, il se demandait toujours comment j'ai raté la dernière crêpe. Normalement, c'est la première qu'on rate, mais pas la dernière. Et donc, mais voilà, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à le rassurer par la suite. من بعد Voilà, exactement. Et donc voilà, maintenant, après avoir fondé toutes ces entreprises, après avoir eu plus d'une vingtaine d'employés, alors que le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. Euh, j'ai voulu vraiment partager un peu ce que la vie m'a donné en essayant de convaincre les jeunes que les technologies étaient accessibles, et même s'ils n'avaient pas un parcours scolaire et académique incroyable. Et donc, j'ai fondé Molen Geek. C'est vraiment un endroit où on accueille les jeunes de zéro et on fait en sorte qu'ils évoluent dans les technologies, dans plusieurs branches des technologies. Donc, on a des formations en codage, on a des formations en marketing digital, on a des formations en cloud, Azure, Google Cloud, AWS. Maintenant, on a des formations en cybersécurité avec Microsoft, on a des formations en intelligence artificielle. طب Et, et donc voilà, on a une grande palette de formations, mais la baseline de toutes ces formations, c'est qu'on ne demande aucun prérequis académique pour pouvoir l'intégrer, pouvoir être formé. cool. غادي نرجع شوية معاك. Bon, tu me dis si tu me comprends pas. Moi j'essaie de فهمتي comme Non, non, c'est un podcast qui est destiné للمغاربة donc كنحاول ندرج مي كي قلت لك نتايا tu 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 t'exprimes comme tu veux. la compréhension, ça va, ما c'est فيهاش مشكل. OK. l'expression. باسكو انا جو مو فورس انني نحاول نهضر بالدارجه 100% صعيب باسكو انا عايشه انا في فرنسا هذه 7 سنين Ouais. صعيب باش نقول جمله كامله من راس حتى لراس بالدارجه. Les habitudes, hein, ça commence à. صافي دونك كنحط راسي هاد التشالنج. غنرجع ل 13 عام دونك كيفاش كان ابراهيم ديجا فاش كان صغير شنو كان كيدور ليه في راسو اشنو طرا فاش اشنو طرا في هاد الفتره ديال جو سور دو ليكول je C'est sors du système en fait. Un peu une rébellion. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est pour me différencier ou je sais pas si c'est parce que j'y arrivais pas, pour être honnête. Je pense que Hein, j'y arrivais pas. Quand tu 13 ans, c'est l'âge où de tu dois rentrer dans le moule en fait. T'arrives pas. exactement, Mm. de commencer à apprendre du par cœur, de commencer à apprendre des choses que tu comprends pas pourquoi ça va te servir. Voilà, moi j'avais des cours de latin et tout, je comprenais pas. علاش؟ Mais Alèche, pourquoi et ça ne me motivait pas. Et j'ai pas trouvé le professeur comme certains ont la chance, des professeurs inspirants. Moi, j'en ai pas eu.
Certains étaient inspirants, mais quand ils n'étaient pas à l'école, quand on avait d'autres activités à l'extérieur de l'école, que ce soit aller au bowling ou quoi avec l'école, là, les professeurs, je les trouvais super inspirants. Et ça n'a pas été du tout. Donc, j'ai commencé à rater, à rater, à rater, à rater. Et donc, en Belgique, c'est la deuxième secondaire. Je ne sais pas ce que ça équivaut au Maroc. C'est à 13 ans, c'est la C'est le deuxième secondaire. collège. C'est le Le collège. collège, ça m'a. Première année collège, je pense. Ah ben voilà, j'ai Yeah. jamais réussi la première, enfin aller plus loin que la première année collège. Donc j'ai fait que rater. Je pense que je l'ai raté 6 fois. Pour être totalement transparent, je pense que je l'ai raté 6 fois jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, j'ai quitté l'école. Donc parce qu'il y a Ok. une obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Et je savais pas ce que j'allais faire. Ça devait être super frustrant, en fait, la période 13-18. C'est très dur, vraiment c'est Très dur très à dur vivre. parce que quand on a 13 ans, on n'a que l'école dans la vie. Et Mhm. on a raté sa vie. Donc c'est comme ça que je réfléchissais. Bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi le regard des autres qui est très dur. Et je pense que le plus dur, c'est la déception des parents. Je pense Mhm. que décevoir ses parents, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. Qui échouera comme une ingratitude de leur côté. Et en fait, l'enfant, il a du mal à vivre avec cette culpabilité que je suis ingrat vis-à-vis de mes parents malgré C'est tout ce ça. qu'ils m'ont donné, quoi. C'est ça, c'est ça. Quand tu vois ton père travailler, ta mère s'acharner à la maison pour que tout se passe bien, pour qu'on ait Mm, tout ce qu'il mm, faut, et que, enfin, et que moi, je ne le rends pas en réussissant, mhm, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à accepter. Donc, c'était une période assez dark, j'ai envie de dire, où je ne valorisais pas Mais c'est ce qui t'a beaucoup. construit aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Sans cette période-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ah, Vraiment. d'actualité, quand même, exactement. C'est Et exactement. qu'est-ce qui a fait le déclic, du coup? À quel moment il a eu le déclic sortir de ce dark time? De- Le déclic, il a eu lieu à un moment, j'ai voulu rentrer dans la vie professionnelle. Donc, à 16 ans, je suis devenu éducateur de rue. Je savais que je pouvais, enfin, il y avait des procédures pour devenir éducateur de rue. Donc, je suis devenu éducateur de rue en job étudiant de mes 16 à 18 ans. Et à 18 ans, je l'ai fait full time. Et donc, je m'occupais de mes amis. J'amenais mes amis au cinéma et au bowling. Et j'étais payé pour le faire. Voilà. Et t'as apprécié? T'as apprécié? T'as aimé cette période? Ça va? C'était Ça une allait? période d'insouciance que j'ai appréciée, mais j'ai démissionné. Donc, c'était ma première démission professionnelle. Donc, j'ai démissionné de ce boulot-là parce que pour moi, ça n'amenait pas, je ne voyais pas le sens. Il y a des éducateurs qui font très bien leur boulot avec un parcours pédagogique étudié et clair. Moi, je l'avais pas. Moi, j'étais avec mes amis, je les amenais au cinéma, je les amenais au bowling, je les amenais à la mer. Donc, j'avais pas ce sens-là. Et ça me frustrait beaucoup parce que je leur amenais une solution qui durait 2 heures et demie, le temps d'un film au cinéma. Et puis je Hmm. les ramenais dans le même quartier, à la même place, et je les Revenir laissais dans les mêmes misères. Hmm. sans Hmm. aucune évolution, à part un peu de culture cinématographique hein, qu'ils ont eu là pendant les 2 heures et demie, mais ça, Et sans quelques aucune. moments de joie, peut-être, entre potes, quoi. Exactement, mais Hmm. c'était très occupationnel et ça me frustrait, donc j'ai démissionné. Et je me suis mis à travailler, à tirer des câbles data en tant qu'intérimaire. Et donc, avant, il n'y avait pas de Wi-Fi, il fallait des câbles partout où il y avait un ordinateur. Et donc, je faisais ce boulot-là. Et je me suis lié d'amitié avec mon collègue Davy, qui m'a expliqué qu'on pouvait télécharger de la musique gratuitement sur un truc qui s'appelait Internet. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Quelle Donc, année as-tu? Hachi, on est en 99. Ok, ah oui, quand même. 98, 99. Euh, J'avais 6 ans. et donc, et donc je me rends compte au fait qu'il y a. Donc, David, il me dit. Parce qu'il téléchargeait de la musique pour moi, et moi j'écoutais un peu tout ce qui était Tupac, Notorious Big et tout ça, Mhm. US, et David il écoutait de la techno. Et il me dit, et avant on avait des connexions 56K, des vieux trucs qui étaient super longs, il me dit, Ibrahim, je t'aime beaucoup, mais ça prend trop de temps à télécharger ma musique et ta musique, donc achète un ordinateur, mets-toi une connexion Internet et je t'explique comment faire. Donc c'est ce que je fais, je mets une connexion Internet chez moi, j'achète un ordinateur et il était 23 heures, j'ai un bug avec l'installation du programme pour télécharger
Je vais sur Yahoo parce que Google n'existait pas. N'existait pas encore, ouais. Exactement. Et je trouve un forum qui parle de ce programme informatique. Je pose une question avec un anglais maouj sur ce forum-là et je Oui. pense 20 minutes après, un japonais me répond et il me dit try this. J'essaye, ça marche et là dans ma tête ça fait voilà. Première pas dans la tech. Exactement. Là, je dis, c'est ça que je veux faire. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que je me rends compte qu'il y a une communauté Internet, des gens comme moi, à travers le monde, qui Mhm. s'entraident juste pour le fun. C'était très intimiste avant. Il y avait très peu de monde là-dessus. Il y avait Bien très sûr. peu de websites. Et je voulais faire ça. Je voulais absolument faire ça. Et donc, j'ai quitté mon job. Je me suis formé pour avoir ma gestion. Donc, en Belgique, pour lancer ton entreprise, tu dois avoir un diplôme de gestion. Je l'ai fait en Ah. cours accéléré 3 mois. Donc, c'est des cours où tu apprends à faire les bilans et tout ça, la Et ça comptabilité. va, t'arrivais à le faire? J'ai- J'étais le premier parce Ok. que j'avais un objectif. J'étais le Ah, meilleur. mais ouais, il fallait Voilà. que je monte ma Je boîte. savais- Exactement. Je savais ce que je voulais. Donc, j'étais vraiment super motivé. Et donc, ça a été super bien. Et puis, je me suis lancé indépendant. Je commençais à faire des petits logos, des menus pour les snacks, des petites choses comme ça. Et de fil en aiguille, je commençais à devenir un spécialiste des PC. Donc, j'ai travaillé comme externe pour une boîte en tant que helpdesk. Et puis, je suis passé helpdesk level 2. Et puis, je suis passé à l'équipe serveur. Et puis, je suis passé responsable de l'équipe serveur. Et au même moment, je commence à engager mes premiers employés, à les placer Waouh. chez les clients. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvé à la tête de 4 boîtes. T'es Une qui monté comme ça avec la montée de Bulle Internet. Exactement, exactement. Tout le monde, il y a plein de gens qui ont mon âge, tu sais, à mon âge, moi, on avait 20 ans quand il y avait lors du nouvel an de l'an 2000, tu vois, on avait 20 ans, donc c'était incroyable. Moi, je me rappelle bien du nouvel an de l'an 2000 parce que je l'ai passé dans une banque à attendre le bug de l'an 2000. Tu Ma vie est Comme gâchée, quoi. je te jure, on était tous, tu vois, c'est vraiment cette bulle Internet où ils engageaient à peu près tout le monde et tout. C'est là où j'étais pris comme consultant et j'ai saisi l'opportunité pour me développer. Et voilà, je me suis retrouvé à la tête de plusieurs boîtes avec plus d'une vingtaine d'employés des consultants, du développement informatique et plein d'autres Ok. choses. Et Bruxelles ou partout en Belgique? Comment tu t'es développé? c'est partout en Belgique. Moi, j'étais surtout dans le secteur de l'énergie. Donc, je Ok. travaillais beaucoup pour des fournisseurs d'énergie comme Engie ou des transporteurs d'énergie comme Elia, ou je travaillais aussi pour des transporteurs de gaz et tout ça. Et puis, à un moment, je me suis développé aussi dans tout ce qui était bancaire. Donc, j'ai travaillé pour BNP Paribas, pour ING. Et donc, voilà. Et j'ai commencé à placer mes candidats. Et, Mhm. et je t'avoue qu'il y a un moment où j'étais consultant, j'avais des consultants, donc je gagnais très bien ma vie. Et j'ai senti à un moment que mon père comprenait pas très bien ce que je faisais, parce que mon père, il avait cette croyance, il avait une vraie croyance, c'est si tu fais pas d'études, tu Un vas salarié, peut-être voilà, aussi. non, mon père, il me dit, tu fais pas d'études, tu vas conduire un bus. Voilà, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Mhm. Mon père, il avait cette conviction. Mais beaucoup, même aujourd'hui, il y a des parents qui sont encore dans cet état-là, le Maghreb surtout, Exactement, c'est exactement. encore le cas. Et quand mon père me voyait avec des voitures et tout, parce que voilà, j'étais Donc, consultant, me فهمش كي قلت نتي. il paniquait un peu, il me dit, Qu'est-ce mais que ça, j'ai raté? Il fait de la trafic de drogue. exactement. Il était en stress et je pense que le jour où il a compris ce que je faisais, où je l'ai vraiment rassuré, où j'ai vu dans son regard qu'il était Ouais, j'aimerais bien te apaisé, comment ça s'est passé ce truc-là pour rassurer et j'étais, qu'est-ce que t'as changé son système? c'est incroyable, j'étais chez mon père et il y a un de mes employés qui m'appelle et il devait me remettre un ordinateur et je lui dis passe chez mon père, je lui donne l'adresse et il sonne à la porte et c'est mon père qui lui ouvre et mon père il voit un de mes employés qui s'appelle André et il dit oui je viens voir Ibrahim Ouassari. Mon père il lui dit bah il n'habite pas ici, un belgo-belge qui vient voir Ibrahim Ouassari, il vient me voir, il me fait Ibrahim c'est qui Hada, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait, et je vois que c'est André, j'ai fait, viens, papa, tu vas voir c'est qui. On, on arrive devant lui,
Et je fais bonjour André et tout. Je fais André, je suis qui pour toi? Et il répond, t'es mon patron. Et là, mon père, je l'ai vu, il m'a regardé, tu vois. Et là, j'ai vu il a eu un changement. Il s'est dit, ah, ok. Donc, il y a un truc, il est en train de faire un truc, je comprends pas très bien quoi, mais il s'en sort et je suis apaisé, tu vois. Et ça, Limite, il y a un truc aussi même, genre le petit arabe qui est patron du blanc, quoi. exactement, exactement. Pour mon père qui est né, qui a La grandi au science-fiction. Maroc, voilà, qui a grandi en Maroc, le gars qui a pas fait d'études, qui est là et maintenant il a des employés qui est blanc et tout ça, tu vois, pour lui c'était un choc. Alors mon père il avait des convictions fortes. Hein. Il me disait toujours si tu veux pas connaître les chaussures des gens, tu veux pas les connaître par cœur, fais des études. Ça veut dire quoi connaître les chaussures des gens? C'est pour mon père, c'est garder la tête baissée. Tu comprends? Donc si tu gardes la tête baissée, tu vois que les chaussures. Et mon père, donc quand il a vu ça, et je veux dire, il a été rassuré, ça m'a fait super plaisir. Et de l'autre côté, je t'avoue, euh, ça m'a désintéressé de l'entrepreneuriat. Je voulais plus faire ça, Ah tu bon? vois. Ah, c'est Ah ouais, intéressant. Ok. je voulais plus. Une fois que j'ai vu que mon père était rassuré, qu'il avait vu que j'étais capable, j'avais plus d'objectifs. Tu vois, c'était un peu bizarre, hein, tu vois. Ah, Tu vois, ok. j'avais Donc plus c'était ça ton driver. C'était vraiment dire que d'impression. je compte, que je suis, que I do it en fait, Ouais, exactement. pour ta famille, pour ton entourage, pour enlever ce regard de l'autre qui est. Ok. Donc c'était ça ton Exactement. driver depuis le début, quoi. Ok. Je voulais prouver à mon père que j'étais capable. Je Ok. pense Ok. vraiment. Et une fois que je lui ai prouvé, voilà, j'ai arrêté d'être consultant. J'avais toujours mes employés consultants. Et moi, j'ai commencé à me lancer dans le monde des startups et j'ai commencé à faire du développement informatique pour la boîte en interne, mais aussi pour des boîtes externes. Et, euh, Hmm. et voilà, et puis, il vient un moment où je suis devenu un rôle modèle dans le quartier, où j'allais voir des jeunes dans le quartier pour essayer de les inspirer, pour qu'ils aillent dans le monde des technologies et pour leur expliquer qu'ils en étaient capables. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de jeunes ne se projetaient pas du tout là-dedans parce qu'ils avaient une barrière mentale au niveau du marketing autour des technologies. Tu vois, ils pensaient Hmm. vraiment qu'il Hmm. fallait être universitaire pour de coder ou pour se lancer là-dedans. Mais c'est Et une problématique générale parce que ça arrive de se projeter dans un truc que tu connais pas en fait. C'est exactement, juste ça. exactement. Et Même parfois, moi, dans l'IT, je me suis jamais projetée parce que pour moi, je croyais que l'IT, c'est développer, c'est écrire des lignes blanches sur un écran noir. Pour moi, l'IT, c'était que ça. Même si j'étais ingénieur et tout. Et du coup, je me disais, non, moi, l'IT m'a dit DLP. Là, je suis dans le product management, qui est ouais, dans l'IT, mais c'est un entre-deux. ouais, ouais, Et... et il y a énormément de métiers très différents et je me dis même coder pour certaines personnes, et moi j'ai certains jeunes ici, ils adorent ça. Tu Bien vois, ils sûr. sont un peu solitaires, ils mettent leur casque, ils sont là dans leur monde toute la journée et ça leur plaît. Et il y en a qui sont un peu plus communicatifs et donc là on les oriente plus vers tout ce qui est marketing digital et tout ce qui est Design, ouais. exactement, exactement. Et donc voilà, je me suis rendu compte que plein de jeunes je projetais pas là-dedans et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de jeunes qui avaient quitté l'école. Donc ceux qui étaient encore à l'école, je leur disais de faire des études en informatique, mais aussi de rester curieux, d'aller apprendre par eux-mêmes et tout ça. Et puis il y avait toute une partie de jeunes qui avaient déjà quitté l'école et pour eux j'avais pas de réponse. Et l'envie, je dis bien l'envie, pas l'idée, mais l'envie de créer Molenbeek, elle est venue vraiment pour ces jeunes-là, de leur prouver que c'était possible, de leur prouver que si moi je l'avais fait, eux pouvaient faire 10 fois plus que moi parce qu'ils avaient les compétences. Et donc, Mhm. elle m'est venue de là, de créer Molenbeek à ce moment-là. Déjà, انت من هاد le quartier Molenbeek, c'est ça? Ouais, انت ouais, من le Molenbeek, quartier. ouais, Juste, exactement. on explique en 20 secondes, شنو هو Molenbeek, parce que les gens peut-être qu'ils se rendent pas compte. هنا في فرنسا, on sait qu'il y a les cités et tout ça. Je pense que pareil en Belgique. C'est quoi Molenbeek? À À 20 quel point c'est... Molenbeek, c'est très différent de la France. Il faut savoir que les quartiers populaires en Belgique, ils se trouvent au centre-ville. Donc, Mhm, on est vraiment au centre-ville. Donc, c'est vraiment une commune de Bruxelles qui est, par exemple, de Molenbeek ici, d'où on est dans ce bâtiment-ci. En 10 minutes, on arrive à la Grand Place. Donc, c'est à pied. Hein. J'ai dit 10 minutes à pied, on arrive à la Grand Place. mhm. On est vraiment au centre. Et c'est un quartier populaire qui est à majorité avec une population marocaine. Donc, quand on est à Molenbeek, on est vraiment à Bled. Marrakech, à Tanger, donc tu peux manger l'adès,
l'oubia, tu peux manger le baïsa. Ouais, parce qu'il y a Enfin, beaucoup de voilà. gens qui viennent le nord du Maroc. Ouais, exactement. Il y OK. a une grande immigration du Rif. Maroc, du Rif, dont Uhum, je fais partie, mon père fait uhum, partie. Donc, nous, on est de la région de l'Hoceima. Mais il y en a beaucoup de Nador, il y en a beaucoup de Tanger. Et il y a aussi, moi, mon meilleur ami, il est de Knetra, il y en a de Meknes. Donc, c'est un peu mélangé, mais il y a une grande majorité qui est du Nord. Et, donc, c'est très populaire. Après, c'est très divers aussi. Il y a beaucoup de Congolais, il y a des Turcs énormément aussi. Il y a des Pakistanais, des Indiens. Enfin, c'est très mixé. C'est très mixé. Il y a des Belges, bien sûr. Et donc, Molenbeek, ça reste une commune de Bruxelles, l'une des plus pauvres. Donc, je pense qu'on est l'avant-dernière en plus pauvre. Donc, c'est la et fort taux de chômage. Donc, avec tout ce que ça amène, hein, les problèmes socio-économiques, ça amène des écoles de mauvaise qualité, ça amène du décrochage scolaire, ça amène des quartiers criminalité, de la drogue, criminalité, des la quartiers plus totale, quoi. sales, parce que les gens ils traînent dans la rue, ils vivent dans la rue en fait. Parce que Mmh. quand je dis ils vivent dans la rue, ils ne dorment pas dans la rue, mais ça veut dire qu'ils ont des petits appartements, donc leur jardin c'est la rue. Donc voilà, c'est Je vraiment rentre que pour dormir et encore. voilà, ils rentrent pour manger et dormir et c'est tout. Et donc voilà, ça c'est un problème à difficulté. Ça a toujours été un quartier à difficulté, Molenbeek. Et puis malheureusement, on a eu une réputation à l'international en 2015, fin 2015, avec les attaques de Paris au Bataclan qui ont fait une Mmh. centaine de morts, plus d'une centaine de morts. C'était des personnes qui venaient de Molenbeek en partie, en tout cas. Et puis, malheureusement, il y a eu aussi les attentats de Bruxelles en mars 2016, donc quelques mois Mmh. après. Et voilà, donc ça nous a fait une réputation à l'international de terreau, de terrain fertile aux terroristes. Au terrorisme et ouais, criminalité en Exactement. général, mais donc Exactement. enfin, c'est normal après les jeunes, ils ont plein d'énergie, plein de talent, s'ils trouvent rien à faire, bah, ça finit par mal tourner à un moment donc il faudra bien s'en occuper de ces jeunes-là, quoi. Exactement. Il faut que, moi, j'ai toujours cette croyance, si un être humain ne fait pas partie d'un projet global de la société, dans un premier temps, il va se mettre à l'écart. Dans un second temps, ça peut devenir dangereux parce que Mmh, mmh, c'est une mmh. personne qui va se sentir exclue, qui des frustrations vont monter en lui et c'est pas pour excuser quoi que ce soit, hein, que ce soit bien clair. C'est vraiment pour essayer de comprendre le phénomène parce que de là Mmh. à venir dire c'est de l'endoctrinement dans les mosquées, ça c'est n'importe quoi. Oui, C'est de oui, bien sûr. l'endoctrinement clair, mais sur les réseaux sociaux et d'autres, je veux dire, c'est d'autres canaux que les mosquées parce que Mmh, voilà, mmh, mmh. ça c'est facile de remettre tout un peu sur le dos de l'islam sans, ça permet aux personnes qui vivent ici en Occident de pas se poser de questions. Donc voilà. Mmh. Mmh. J'aimerais qu'on fasse un petit parallèle entre la période dark chez toi, du coup, et cette décision de limite s'extraire un petit peu de l'entrepreneuriat pour aider ces jeunes-là. Peut-être qu'ils tombent pas dans le même cercle vicieux, les tahtifis, à un moment donné. Donc, un peu un parallèle. Qu'est-ce que tu voulais leur faire éviter qu'est-ce que tu aurais voulu leur faire vivre autrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vu que j'ai eu, avant de lancer Molen Geek, j'ai quand même eu une quinzaine d'années de carrière dans les technologies et je me rendais compte du besoin de talent qu'il y avait dans les entreprises, de la galère que c'était de recruter, de trouver les bonnes personnes avec les bons skills. Et de l'autre côté, quand j'étais à Molenbeek, je me rends compte, je voyais plein de jeunes qui se disaient, il y a pas de travail, il n'y a pas Mmh. d'opportunité, il n'y a pas de choses à faire. Et en étant entre ces deux mondes, moi, je me suis dit à un moment, c'est pas possible. Il faut matcher ça. Et il faut matcher ces deux mondes pour faire en sorte que les opportunités puissent se créer et amener une solution aux entreprises aussi. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. L'estime que ces jeunes avaient d'eux-mêmes, elle était très basse. Et moi, Bien sûr. je me reconnaissais un petit peu, tu vois, Mmh. dans ma période dark, tu Mmh, vois, mmh, mmh. comment ils se voyaient.
Et ils ont beau bomber le torse et hausser les épaules, hein, ça ne veut pas Mais dire zéro confiance en non, soi. non, Bien sûr. vraiment, vraiment, c'était. Et moi, quand je les voyais de cette manière-là, je voyais la souffrance que c'était, ça me rappelait la souffrance que c'était. Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que on vienne pas avec des pitchs motivateurs, tu vois, en disant t'es le meilleur, tu peux y arriver. Je Bah, voulais toi, t'es passé par là, donc tu peux pas dire ça. Voilà, exactement. Tu peux pas dire. Et c'est ça qu'il y a de tout subtil dans le programme Molen Geek, c'est que dans la formation, on leur donne au début de formation des quick wins où ils voient qu'ils sont capables. Et d'eux-mêmes, Mmh, ils se disent, oh, au fait, c'est facile. Au mmh, fait, j'y mmh, mmh. arrive. Au fait, voilà. Et là, ils commencent à recroire en eux parce que, comme je te disais, hein, si je dois te décrire un peu mon parcours à moi, et je pense que 20 ans plus tard, c'est la même chose pour les jeunes, quand tu rates à l'école, donc tu rates, vu que tu n'as pas de diplôme, tu rates ta vie professionnelle. Vu que tu n'as pas de travail, tu rates ta vie sociale parce que tu n'as pas d'argent, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais? Soit tu joues aux jeux vidéo dans ta chambre, soit tu traînes les rues. Et donc ta vie familiale, tu la rates un peu. Donc parce que tes parents te regardent avec un regard de déception et toi tu te sens comme un boulet, Mmh. comme ne servant Le à rien. mec qui sert à rien. Exactement. Mmh. Récupérer ça, récupérer la confiance en soi pour des personnes comme ça, ils sont loin. Tu vois, et les gens, ils disent, Ibrahim, tu as commencé de zéro et tu as fait tout ça, c'est cool. Moi, j'ai envie de leur dire, en fait, j'ai commencé de -100, pas de zéro. Mmh, oui, clairement, clairement, J'étais plus clairement. bas que terre, en fait, quand j'ai voulu me relever. Et à un moment, j'ai dû beaucoup travailler pour arriver à zéro, tu vois. Et ces jeunes-là, c'est le même boulot qu'ils ont à faire, tu vois, parce qu'à un Mmh. moment, tu te sens vraiment, par rapport à l'estime de toi, très, très basse. Et je rajoute pas toute la complexité de l'enfant immigré né ici. Identité culturelle. C'est- Voilà, c'est vraiment catastrophique. Déjà la crise identitaire pour s'en sortir. Guilty, tu commences à -50 et en fait pareil, moi-même en arrivant, même si je suis pas née en France par exemple, et que tu arrives ici, pareil, tu commences comme tu dis à -50 parce que tu dois te prouver, tu dois faire 3 ou 10 fois plus que les autres pour dire que je suis là. Exactement, exactement. Et il y a d'autres personnes qui montent cette montagne dans un escalator, hein, donc les escaliers automatiques là. Et toi, tu es là avec tes mains, l'escalader cette montagne. Pas de patte. Exactement, à pattes, et tu dois arriver avant eux. Sinon, sinon il y aura plus de place là-haut. Tu dois arriver avant eux. Et c'est ça, tu vas redonner confiance à ces personnes. C'est un long cheminement et nous, on a intégré ça dans le programme de formation. Et Mhm. donc, c'est super important. Euh, euh, Moi, je les voyais vraiment comme une plus-value pour notre société. Ces jeunes-là, pour moi, quand je discute avec eux, quand je vois ce qu'ils ont envie de faire et vers où ils veulent aller, ils sont flots. Je sais pas comment t'expliquer. Ils ont envie, ils savent pas comment, mais l'intention est là, l'envie est là, la motivation est là, mais ils savent pas comment y arriver. Et l'idée, c'est que moi, je leur dépose sur la table. Je leur donne pas, mais je dépose sur la table des outils pour qu'ils puissent y arriver. Et eux, c'est à eux à saisir ces outils-là et à y arriver, tu vois. Et donc, oui, j'ai voulu leur éviter. Et moi, ce que je leur dis à ces jeunes, c'est tout le temps que j'ai perdu, je veux vous l'éviter, en fait. Moi, j'ai fait ça en 20 ans. J'ai envie que vous le fassiez en 5 et que Mm, mm, vous mm, ne mm. perdiez pas tout ce temps et que vous avanciez plus vite que moi parce que vous en êtes capable. J'ai fait des boulettes, j'ai appris beaucoup et voilà. Et J'étais tout seul aussi, voilà, exactement. bien sûr. Et si tu as envie de mes conseils, parce que je suis déjà tombé, eh ben voilà, comme ça t'évite de tomber si tu peux. Mhm. Mais voilà, mais chacun, on dit que l'expérience n'éclaire que c'est comme une chandelle, elle éclaire que la personne qui porte la chandelle, tu vois. Donc, on a tous besoin de se brûler parfois, il paraît. Et Mhm. donc, je leur laisse la liberté de se brûler aussi et de Bien faire des sûr. erreurs et de pas les juger. Donc, c'est très important d'avoir un environnement, on va pas les juger, on va pas les classer, on va vraiment les accompagner pour qu'ils aillent plus loin. Et donc, Mhm. c'est un peu ce que j'essaie de leur éviter, c'est de perdre du temps et d'essayer de les prendre avec moi le plus tôt possible et de les faire avancer plus vite que moi que j'ai avancé. C'est quoi le succès que tu
C'est quoi le truc qui te fait chaud au cœur maintenant après cette expérience de Modern Geek avec ces 20 ans de carrière dans la tech avant? Écoute, écoute, il y a plusieurs choses. Il y en a une qui me fait vraiment chaud au cœur parce qu'elle est toute fraîche et ça, peut-être, je le dirai après, tu vois, parce que c'est une nouvelle qui est vraiment, c'est un scoop pour ton podcast. Donc voilà, je le dirai après. Après, je t'avoue que je suis tellement dans le travail que de temps en temps, quand je reçois un message LinkedIn qui me dit Ibrahim, j'ai fait telle formation, maintenant je suis là, je travaille là et je fais ça et merci pour tout, ça vaut tous les salaires du monde, tu vois, ça vaut vraiment tous les salaires. Parfois, j'oublie que je fais ça pour ça, tu vois, parce que tu es tellement dedans à négocier des choses. On a comme partenaire, tu vois, quand tu as des partenaires comme Google, Microsoft, Meta, Facebook, ouais. ouais, Mm. Meta, AWS, ouais. Amazon et tout ça, c'est des gens, tu vois, c'est des Américains. Tu dois vite répondre, voilà, tu dois vite avancer avec eux et tout. C'est à l'américaine, quoi, tu vois. Et ça te laisse pas le temps de prendre du recul, de regarder ce que tu as fait, De se poser un peu. se poser un peu. Et parfois, les jeunes qui ont fini la formation, qui travaillent, me le rappellent via un petit message sur LinkedIn ou un petit message sur les réseaux sociaux. Et ça me remplit. Ça me remplit. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a pas de, tu sais pas donner une valeur à ça, c'est trop grand. Donc voilà. Mm. Mm, mm. Donc là, tu me dis que tu es dans une course continue jusqu'à aujourd'hui? Ou là, Encore, te calmer, tes chouïa? non, encore aujourd'hui, parce que malheureusement pour moi et heureusement pour les jeunes, on se développe beaucoup. Donc on est dans 8 villes en Europe maintenant. Euh, on est, Incroyable. ouais, on est dans 8 villes en Europe. On a ouvert, À quel moment vous êtes sorti de la Belgique déjà? on est sorti en 2018 de la Belgique. On a ouvert en Italie en premier, Top. à Padoue, et puis on a ouvert à Amsterdam en 2019. Euh, et puis ça c'est parti en se développant. On est à Rotterdam et à Utrecht aussi. Et puis on a Anvers ici en Belgique, on est à Charleroi. Et puis notre dernier site c'était à Casablanca au Maroc. هيدا غنرجعوا ليه من بعد. خليه ليا. Mais du coup, avant déjà l'Europe, Molengeek, c'est une association. Ouais. Comment elle arrive à se développer à l'international? C'est quoi le business model? Ce n'est la sauce secrète ديال هادشي كامل. Parce que là, tu me parles d'un truc quand même, t'es pas non plus l'UNICEF ou l'ONU ou un truc qui ont des budgets interminables. Je sais ce Ouais. que c'est l'associatif, j'en ai fait. J'ai créé une association et que j'ai galéré pendant 2 ans. Mhm. Est-ce que Ntayeb, le fait que tu étais déjà entrepreneur, peut-être que tu avais de l'argent de côté, du coup ça t'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que? Le fait que j'étais entrepreneur, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça veut dire quoi? Ça m'a beaucoup aidé. C'est que ça m'a donné l'expérience La de pouvoir légitimité aussi? gérer, voilà, la crédibilité, la légitimité, mais aussi l'expérience de pouvoir gérer une initiative comme Molen Geek. Et puis, Molen Geek, la première activité qu'on a lancée, c'était un hackathon. On a regroupé des gens pendant un week-end. Et ce hackathon-là, c'était en mai 2015, donc avant la réputation de Molenbeek à l'international, et ça s'appelait déjà Molen Geek. Et ce hackathon-là, qu'est-ce qu'on a fait au fait? J'ai réuni une trentaine de jeunes pendant tout un week-end et qui nous a sponsorisé? J'ai encore les t-shirts. C'était mon entreprise, c'était le snack du coin, c'était l'épicier du coin. Voilà. Et j'ai Ils mis ont leur logo, fourni hein. le buffet. Là, tu rigoles, mais par exemple, le snack du coin, il m'avait fait moins 40%, et donc j'ai amené tous les jeunes manger là et il m'a retiré 40% de la facture. Et, Trop et mignon. avec mon entreprise et l'entreprise de certains amis à moi, dont des Français, deux Français qui vivent en Ouais. Belgique, on a organisé ce hackathon, ça a super bien fonctionné. Et une fois qu'on a fait le premier, C'était là, quoi le sujet de ce hackathon, juste par c'était, curiosité? c'était vraiment ouvert, on n'a pas voulu serrer, c'était sur l'entrepreneuriat digital. Donc il fallait Ok, juste venir et lancer un projet. un projet sur l'entrepreneuriat digital. Cool. Et puis on Faut en bien a commencer quelque part. exactement. On voulait pas venir sur un truc niche trop spécifique pour mettre des barrières. On voulait vraiment Bien essayer. sûr, bien sûr, bien sûr. Et Et on par a fait rapport à la cible aussi, donc clairement. exactement, exactement. Et on a fait la même chose en janvier 2016. Et là, on a réussi à dealer quelques sponsors, dont Dell, Google. Ils ont mis des ordinateurs, des choses comme ça, des prix pour gagner pour nos participants. Et c'était très bien. Il y avait Microsoft aussi. Mhm. Et de fil en aiguille, à un moment, j'ai dit,
Là, on a organisé la hackathon. C'était un centre d'entreprise, donc c'était un bâtiment où il y avait des entreprises qui louaient des mètres carrés pour lancer leur boîte, qui était aux deux tiers vide, hein, je t'avoue, parce que voilà, louer des mètres carrés pour lancer sa boîte, c'est pas ça qu'ils ont besoin les gens. Tu peux lancer ta boîte, ta cuisine maintenant, mais tu as besoin de conseils, tu as besoin de contacts, tu as besoin d'être challengé. Et donc, Mhm. ça marchait pas super bien. Et donc, j'ai dealé avec le bâtiment ici en leur disant, ah, on a besoin d'un espace pour Les jeunes. suivre les jeunes qui font les hackathons. Donc, ils m'ont donné 60 mètres carrés en bas au rez-de-chaussée. Gratuitement. Et moi, j'ai amené mes employés. C'est là où il est facilité aussi. J'avais des employés en interne qui développaient et je les ai amenés là et je leur ai dit, on continue à travailler pour nos clients et en même temps, on coach les jeunes. Pendant votre temps de pause et Ils râlaient un petit peu, mais en même temps, ils étaient contents. Et en parallèle, moi, je travaillais avec des Google, des Samsung, et on a débloqué des fonds. Et là, j'ai commencé à prendre tout le rez-de-chaussée. De fil en aiguille, on a pris le premier étage et tout le trop bâtiment. bien. Et je t'avoue que très, très, très vite, mon virus entrepreneurial, il C'est est, propagé. il est venu dans Molen Geek parce que je me suis dit, je peux pas dépendre de soutien privé ou de soutien public ad vitam aeternam, ça n'a aucun sens. C'est de la précarité forever. Et ça, c'est un conseil que je donne à toutes les associations qui démarrent. Trouver un business model, c'est super important. C'est super important. Vous pouvez continuer à avoir de l'impact tout en ayant un business model, c'est pas haram. Bien sûr, bien sûr, bien Ça sûr. marche bien aussi. Et Mhm. donc, on a commencé à engager les jeunes qu'on a formés chez nous et à développer des applications, des campagnes marketing pour des clients. Donc, c'est un genre de web agency. Et de fil en aiguille, maintenant, on a plusieurs business models. Et donc, un des business models qui fonctionne le mieux, maintenant, les entreprises qui engagent nos jeunes nous payent pour ça. Donc voilà, c'est Top, quelque chose de top, super top, important. top. Euh, Vous payez sur la durée ou les juste one shot? on a les deux. Donc, il y a des personnes, il y a des entreprises qui payent un fee parce qu'ils les engagent en interne, et il y a des entreprises, ils n'ont pas les capacités de les engager en interne parce qu'il y a des restrictions RH et des choses comme ça. Et donc, Du ils coup, les c'est des prennent comme consultants que vous externes. placez, quoi. Voilà, ils les prennent comme externes et nous, on les engage en interne chez nous et on les place. Et on arrive à générer des revenus comme ça et on arrive à avoir plus d'impact comme ça. Top, top. Et Donc, du coup, voilà. après, la première internationalisation, elle est venue comment? C'est les partenaires, L'Italie. c'est les partenaires italiens qui nous ont trouvés. Ils nous ont vus sur Euronews et ils sont venus nous voir, ils ont visité, ils nous ont dit c'est exactement ce qu'il nous faut à Padoue. Et voilà, on a Donc, c'est un collaboré. Molenbeek de l'Italie. Un Exactement. Molenbeek de l'Italie. Exactement. Ok. C'était à Padoue, c'est voilà, c'est aussi C'est une dans zone un quelle peu ville, l'Italie? Juste par Padoue. curiosité. C'est Padoue. Padoue, il Ouais, s'appelle. Ok. en italien, c'est Padova. 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 Et en Ok. français, c'est Padoue qu'on appelle ça. Ok. C'est à une demi-heure de Venise en train. Donc voilà, c'est pas très Ok. loin de Venise, Ok. c'est dans Ok. le Ok. nord. Et puis, on a eu la même chose avec les Hollandais qui nous ont trouvés. Et ils ont Donc, vraiment. t'es pas allé les chercher. T'as pas allé chercher l'internationalisation. C'est Non, en non, fait non, le besoin, il est venu vers toi. exactement. Il y a trop, en fait, on a trop de travail pour avoir l'ambition de s'internationaliser. Et à part quand il s'agit de pays comme le Maroc, bien sûr. Ah, tu fais la bonne transition. Eshno علاقة إبراهيم اليوم بالمغرب? C'est quoi ta relation avec le Maroc? Déjà, peut-être tu peux me faire un petit flashback enfance, identité. Tu peux faire un truc identitaire, toute cette histoire-là avec le Maroc. اشنو علاقة إبراهيم بالمغرب? Moi, vu que je suis né ici, j'ai grandi ici et le Maroc, on y allait toutes les années. Et mon père, vu qu'il adorait le Maroc, on allait dans la région de Hoceima, on restait là toujours 2 mois de vacances. Je connaissais le Maroc pendant les vacances, qui est très, très différent du Maroc Du vrai que Maroc. je connais aujourd'hui, exactement, qui est très, très différent du Maroc que je connais aujourd'hui. Et donc, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais beaucoup de familles au Maroc, donc des tantes et des cousins. Mhm. Maintenant, ils se sont eux aussi, j'en ai maintenant qui sont au Canada, Exporté. Miami, ils sont un peu partout, donc voilà. Et donc, j'ai une relation qui était, comment je vais dire, mon père, il nous a appris à aimer notre terre, comme il dit, à vraiment aimer Les le racines. pays, les racines. Mon père, pendant les 2 mois, donc nous, on habite au centre-ville de Hoceima, mais on passait toujours 3, 4 jours à la campagne
mon père a construit une maison à côté de la maison où il est né, donc c'est une maison en terre, tu vois. Et, Mhm. et on passait 3, 4 jours, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, on allait au puits chercher de l'eau avec l'âne, tu vois, c'était la campagne, quoi. Donc mon père, il voulait nous faire vivre ça pour nous dire, voilà, c'est d'ici où on vient et il faut pas l'oublier. C'est pour ça que moi, c'est C'est votre identité, n'oubliez, même si vous êtes exactement. belge, mais ça fait partie de vous, quoi. Exactement, Ok. exactement. Et mon père, il a fait un point d'honneur, mon père et ma mère, de jamais nous parler en français. Donc moi, je parlais rifin, donc je parlais amazigh avec mes parents. J'ai appris un peu le darija avec les parents de mes amis, que ce soit de Knetra ou de Meknes, Mhm, de mhm, Tanger. Mais voilà, donc le amazigh, je le parle beaucoup mieux que le darija, mais voilà, mhm. j'arrive à bien m'exprimer en darija aussi. Et donc, il y a aussi ce côté où je t'avoue, pendant mon adolescence, en recherche d'identité, et à un moment, tu sens qu'en Belgique, ben, t'es pas vraiment chez toi, mais tu apprends qu'au Maroc, t'es pas C'est vraiment pas au chez toi Maroc, non plus. tu vois. Et j'étais un Horrible peu ce conflictuel. déchirement, en fait. C'est horrible Voilà, ce déchirement. c'était vraiment quelque chose un peu conflictuel pour moi, que ce soit avec la Belgique et le Maroc, où je me sentais nulle part à l'aise, où je me sentais nulle part accepté, tu vois. Et donc, il y a eu ce côté à un moment pendant mon adolescence et quand j'ai commencé ma vie d'adulte qui était très compliquée, où j'ai choisi de m'imposer en Belgique. Tu comprends? J'ai pas choisi la Belgique. J'ai choisi de m'imposer en Belgique. C'est un Je choix. suis belge بزمنك. Voilà. Tu vois, je me suis dit, voilà. Parce que je donnais les, Même si ma tête, elle ressemble pas à un belge. exactement. Et moi, je donnais les raisons que les Marocains avaient de m'appeler le Belge, je les comprenais. Je connais pas le pays. J'ai pas grandi là. J'ai pas été à l'école là. T'as pas Qu'est-ce les que mêmes codes. tu viens un mois ou là 2 mois en vacances par an, tu crois que tu sais pas ce qu'on vit ici, tu sais pas la culture, tu connais pas les codes. Pour qui tu te prends? Et ça, je le comprends. C'est pas parce que j'ai une peau mate et que j'ai la tête et que j'ai le sang que ça te donne. Et ça, j'arrivais à le comprendre. Par contre, Mhm. le Belge qui me dit ça, j'arrivais pas à le comprendre. Moi, je leur dis toujours, je suis un produit belge. Tu vois, c'est vous qui m'avez fait parce que j'ai grandi ici, c'est de votre responsabilité. Tu vois. Mhm. Et, Mhm. et à un moment, ça a changé. À un moment, quand j'ai commencé à connaître le Maroc pendant l'année, le Maroc business, le Maroc entrepreneuriat, le Maroc qui bouge, tu vois, que je voyais En pas. quel moment بديتي كتشوف هاد l'autre côté de المغرب? C'est après 20 ans, après 25 ans? À C'est quel beaucoup moment plus les tard, 30 premières ans. Je vais te dire 30 nouveaux ans. visages de Maroc ils se C'est quand dévoilent à toi? c'est quand j'ai commencé à arrêter la consultance et à commencer à lancer mes startups et tout ça. OK, Et OK. là, j'ai découvert l'écosystème startup marocain qui est vachement évolué et même, je pourrais dire, même plus évolué que le belge. Tu vois, à l'époque, quand je voyais ce qui était fait au Maroc et tout l'environnement avec les startups Maroc qui se lançaient, tout ce qui était mis en place et tout ça, j'étais waouh, j'étais vraiment impressionné. Ouais, tu te rappelles de New York Lab et tout ça? Je sais pas si tu Exactement. Moi, connais? tu sais, j'ai toujours voulu ouvrir des Molen Geek au Maroc depuis longtemps, depuis 2018. Ah, Et quand on a même, OK. bossé avec Startup Maroc. Je sais pas si ça Mmh. te dit quelque chose, Startup Bien Maroc. sûr, bien sûr, bien Bon, sûr, ben oui, voilà. oui, oui. On a C'est fait bien deux. connu maintenant. Je voulais toujours faire dans le côté oriental au nord pour que ça ait un lien avec les jeunes d'ici, tu vois. Et, et ils m'ont dit, ben, on va le faire dans la seule ville qui est au nord, c'est à Oujda. On a fait 2 hackathons à Oujda. Et la particularité de ces hackathons-là, c'est qu'on prenait des jeunes d'ici, de Bruxelles, on les envoyait à Oujda et on le faisait à l'université d'Oujda avec des jeunes Oujdi. Et puis, une fois qu'on a fini le hackathon, on faisait un autre hackathon ici à Bruxelles. On amenait les gagnants de Oujda. On prenait une vingtaine de jeunes, 20 jeunes Oujdi, on les amenait à Bruxelles. On faisait le hackathon, plus on leur faisait découvrir l'écosystème tech belge. Donc, ils Belge, allaient ouais. dans des incubateurs, ils allaient dans des initiatives et ça se passait super bien. Trop Et cool. non, vraiment, c'était Vraiment vraiment faire bien. rencontrer les 2 mondes, quoi.
Exactement, exactement. Et moi, j'essayais de leur expliquer la réalité sans filtre, tu vois, parce que beaucoup de jeunes, en tout cas dans où je dis, ou en tout cas ceux du Nord, ils voient les jeunes en vacances, donc ils voient les jeunes qui arrivent avec des sous et faire des choses. Et j'essayais de leur expliquer un peu la réalité des choses, et que c'était pas si Mhm. facile que ça, et que voilà, les sous, parfois on doit faire l'économie toute l'année pour aller dépenser des sous au Maroc. Et donc j'essayais de leur montrer cette réalité-là. Et donc, comme je te disais, quand j'ai commencé dans l'environnement startup, j'ai commencé à rencontrer des Marocains euh, qui m'acceptaient, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas comment le dire autrement. Qui me Mhm. voyaient vraiment comme Marocain, tu vois. Et, بحالك بحالهم en ah fait. ouais, ils le revendiquaient, tu vois. Mhm. Ils le revendiquaient clairement, tu vois. Ils me disaient, t'es Marocain, tu vois. Et moi, ça me touchait, tu vois. Ouais. C'est là, Enfin, j'ai trouvé ma place. tu vois, ça me touche. Tu vois, qu'il y a quelqu'un qui me dit, t'es comme moi, tu vois, t'es ici, voilà. Et plus en plus, les Marocains ont commencé à m'accueillir, mais à partir d'un certain âge, en tout cas, je le ressentais plus. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et à un moment, et aussi dans le Nord, hein, parce que tu sais, j'étais un gamin de 20 ans, 18 ans, tu vois, je comprenais pas les choses. Et dans le Nord, il y a tellement les gens qui s'expatrient que ça fait partie de la culture. Tu vois, dans le Nord, ils te disent, ben, toi, t'es un Marocain, mais qui vit ailleurs et puis qui revient. Mais tu restes un Marocain, tu vois. Et là, maintenant, avec le Maroc, j'ai une relation qui est انا beaucoup. كنسمي مغربي رجل هنا رجل لهيه. Exactement. C'est exactement ça, tu vois. Et là, j'ai une relation avec le Maroc qui est beaucoup plus en symbiose. Elle est vraiment plus apaisée, tu vois. Et elle est tellement C'est un apaisée, apaisement aussi avec toi-même en fait, avec mais la partie de totalement. toi. Mm. On dirait une autre naissance. Mm. On va pas faire une séance de psychanalyse, hein, mais on dirait vraiment. euh, Tu sais, quand je suis au Maroc hier, j'étais à Rabat, je suis apaisé. En fait, les gens, Maghrabi, tu vois. كتحس براسك الدار دارك. Voilà, tu vois, les gens, ils te T'as jugent pas pas. de Voilà. justifier. T'as pas de justifier, t'as pas, voilà, t'es tranquille et c'est rare, tu vois. Je vais pas dire maintenant ici en Belgique, je suis un privilégié parce que voilà, j'ai une petite réputation, les gens me connaissent. Dans les médias, je suis au bord de Proximus, donc Proximus c'est le Orange belge. Je suis dans le board de directeur de là, donc voilà, j'ai certains privilèges, j'ai envie de dire. Mm, Donc, mm, mm. ici en Belgique, voilà, T'es imposé pas mal voilà, pour. tu vois. Mais il y a Mais quelques après quoi? années, Après 20 ans ou 25 ans de galère. exactement. Mais il y a quelques années, je vois une voiture de police passer à côté de moi, même si j'étais en règle, c'est pour moi, on va me contrôler, Pas tu vois, très confortable. tu vois. Mais voilà, mais avec le Maroc là, bah, j'ai une relation qui est beaucoup plus apaisée et j'ai l'impression qu'elle est en train de se construire de plus en plus, tu vois. Elle Et se du coup, qu'est-ce construit. qui a motivé le premier Molengeek? شنو هو le déclencheur, je dirais? Parce que depuis 2018, tu avais envie de faire un truc au Maroc, vu que c'est ton pays d'origine, les Ouais, racines, tout ça. ouais, Il y a une envie de se concilier avec son côté marocain et de trouver sa place, ouais, si on peut résumer ça comme ça. exactement. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de... Parce qu'il y a 2 ans, vous êtes installé à Casa, ça? 2 ans et Non, quelques. un J'ai an. vu, il y a des travaux qui se Il y sont avait des faits et travaux et tout. tout, exactement. Mais C'était quoi le déclencheur de tout ça? Et qu'est-ce que le- ça t'a fait de faire ce pas? pour moi, c'était une évidence à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait une possibilité de le faire avec des partenaires solides. Ça veut dire Surtout, l'État, des entreprises? au شنو هي؟ départ, celui-là de Kazan, on l'a fait avec 2M, avec la, Ok. la chaîne 2M. Qui Euh, n'a d'ailleurs rien à voir avec la tech, avec ça n'a rien à voir, mais l'intégration des jeunes. donc voilà, ils le faisaient, ils font de l'intégration des jeunes, mais par petits groupes comme ça chez eux, et ça demande beaucoup de ressources. Et là, quand ils sont venus ici, quand Selim Chir, qui est le CEO de 2M, est venu en Belgique visiter Molengeek,
Il a dit, Mhm. c'est exactement ça qu'il faudrait pour avoir un maximum d'impact. Et on l'a fait à Casa, à Insba, dans un quartier qui est un peu similaire à Molenbeek, parce que Molenbeek, avant, c'était beaucoup d'industries qui sont parties. C'est Insba, voilà, il y a encore un peu d'industrie, mais voilà, ça commence à partir. Donc, il y a quand même un fort taux de chômage. Et, et donc, dès que j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de le faire avec un acteur solide, moi, j'ai fait en sorte d'impliquer la Belgique et la région wallonne, qui a amené une partie des financements, deuxième une partie des financements. On a lancé ça. La super belle surprise, c'est les jeunes qui viennent. Ils sont en or, mais je rigole pas. Tu vois, Ouais. Casa, quand tu es de l'Kharij, quand tu es du Nord, tu vois, tu entends des choses, tu sais pas, tu connais pas. Et tu sais, Bien sûr. Casa, déjà, la circulation, elle est très agressive et tout ça, donc tu te dis, ouh, tu vois, C'est chaud, c'est c'est, chaud. c'est chaud, tu vois. أنا تزاديت وكبرت في كازا et c'est une Mais ville où je me dis j'ai pas envie trop de retourner parce que c'est compliqué. c'est exactement, tu vois. Mais les jeunes, c'est des sucres. Wallah, c'est des sucres, ils sont incroyables, plein de Mhm. talent, plein de motivation, plein Ils ont d'envie. la dalle aussi. Enfin, فيهم Ils ont, الجوع ديال le truc. Envie de ils faire un sont truc. déterminés. Et moi, je trouve ça quand même, ça, c'est quand même une qualité. Il faut pas, tu vois, c'est incroyable. L'envie qu'ils ont et tout. Et donc, ça, c'est la super bonne surprise. Et donc, on l'a ouvert à Casa, on l'a appelé Lions Geek, à Casa, parce qu'on est à Insba, les Lions de l'Atlas. C'était avant le mondial, hein, donc avant qu'ils nous fassent adrénaline du Non, non, mondial, non, j'ai compris. tu vois. Et donc voilà, et ça marche super bien. Et ça me donne l'opportunité à moi de pouvoir faire des allers-retours, Rabat, Casa, voilà, et d'y aller au moins une fois toutes les 2 semaines pour voir comment ça se passe et développer d'autres projets aussi au Maroc, parce que ça me tient à cœur. Il y a une jeunesse pour moi, ضيعة en fait, qui se tourne les pouces en fait. et c'est un potentiel incroyable. Il y a des modèles dont on devrait s'inspirer. Moi, je pense qu'il y a des modèles dans les technologies au Tu Maroc peux dont nous on donner devrait des exemples, comme ça, des modèles dont on peut s'inspirer, que le Maghreb, il peut utiliser ça comme un levier de faire avancer les jeunes et faire avancer l'économie en général, parce que ces jeunes, ils vont très porter simplement. l'économie derrière eux. Très simplement, Sarah, très simplement, la base de base, l'Inde. Mhm. Le Marocain, il a beaucoup plus d'avantages au niveau des langues, au niveau de la culture, au niveau, je parle de la culture entrepreneuriale, la culture business et tout ça, au niveau de la proximité, au niveau des déplacements et tout ça. Si on mise sur l'éducation technologique comme l'Inde l'a fait il y a 20 ans ou 30 ans, Mhm, 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 mhm. tu crées un pôle d'emploi qui est incroyable de talent, qui est incroyable et toutes les entreprises du monde viendraient investir au Maroc. Déjà, ça, c'est juste la base, tu vois. Mhm, mhm, C'est mhm, le mhm, premier mhm. exemple que je vois, mais il y a énormément de choses que le Maroc pourrait faire, Parce que tu vois. c'est vrai, le Maghreb, il était offshoring, il était parmi les premiers pays qui ont fait le centre d'appel et tout ça, donc pas mal de pays européens, surtout la France et peut-être la Belgique, qui ont exporté leur. Mais c'était de la valeur ajoutée qui était très très limitée. C'était de la enfin, je dirais même pas valeur ajoutée peut-être. C'était très C'est très limité. Donc en fait, il faudra passer un cap et de dire comment on peut amener plus de valeur et avoir des plateaux tech d'une meilleure qualité exactement. qui sous-traitent le cloud de Google, des programmes Microsoft, Il faut, des. il faut des gens capables de développer en C++ et de développer du logiciel. Comme en Inde, ils le font actuellement, alors que quand je travaille avec des boîtes belges qui bossent avec, ou françaises qui bossent avec des boîtes indiennes et qui sous-traitent, il y a énormément de difficultés. Hein. Donc, une difficulté au niveau surtout de la culture, tu Oui, vois. Donc, la langue, la la compréhension, ce que langue, la tu veux n'est pas compréhension. nécessairement ce que l'autre va te faire. C'est incroyable. Un casse-tête. Pour éviter ça, parfois ils les engagent, ils les amènent. Et là, ils sont ici à des prix incroyables. Et c'est juste parce qu'ils trouvent pas les talents. C'est juste parce qu'ils trouvent pas les personnes capables de faire ça. Et je pense que on a assez de potentiel
au Maroc de potentiels cerveaux pour pouvoir s'inspirer de ça. Je dis pas les copier, mais s'inspirer. Ils Mhm. y sont arrivés et je pense qu'il y a un investissement à faire à ce niveau-là pour essayer de. En tout cas, moi, je vais faire ma petite partie au Bien Maroc sûr, il pour faut, ouais. essayer de vraiment activer un maximum de talent pour qu'à un moment, les grandes boîtes, que ce soit Orange, Proximus ou des boîtes qui développent des logiciels pour leur modem, pour leur TV, pour plein d'autres choses, regardent vers le Maroc parce qu'il y a des talents Mhm. pour et il y a des choses à faire. Et actuellement, quand tu regardes les CEO des plus grosses boîtes tech, 80% ils sont indiens. Tu vois, Sundar Pichai Google, Microsoft sont indiens. Enfin, voilà, tu vois. Mhm. Et c'est parce qu'il y a eu cette politique d'investissement, tu vois, Mhm. dans Mhm. l'éducation Mhm. technologique. Et je pense que le Maroc a totalement sa place là-dedans, totalement sa place. Et en un an d'immersion في المغرب, c'est quoi les deux, trois gros problèmes les Québécois? Peut-être ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être, je sais pas, les Québécois aujourd'hui qui nous bloquent en fait. Parce que en fait, je pense que les gens ils ont envie de faire, mais on n'arrive pas à franchir ce cap. Et moi, j'ai peur qu'on passe 10 ans à ne pas arriver à franchir ce cap. Je vais Tu vois t'en ce que je veux dire? donner un que j'ai ressenti un petit peu. Mhm. J'ai ressenti un petit peu, je dis pas que c'est la base de tout, hein. Les Marocains doivent se faire confiance entre eux, tu vois, et pour qu'on crée des choses ensemble et avance ensemble. On Je suis doit, totalement d'accord. voilà, je pense qu'il y a, غتمشي تجيب un blanc qui va te faire un travail moins bien qu'un marocain parce que غتقول هذا مغربي ah non non ramenez-moi des yeux bleus on doit arriver à se du faire confiance. blond hein. C'est ça, tu vois, et quand je dis arriver à se faire confiance, ça veut dire de traiter à égal un Marocain ou un expat, tu vois, on va dire ça Parce qu'en comme ça. fait عندنا مشكل ديال complexe d'infériorité Ça, je le sens, un truc que je le il sens est pas ici, hein. installé. Je le sens moins en Belgique, mais là-bas, je le sens un peu plus. Et je me dis, tu sais, par exemple, il y a des autres initiatives qui font pas comme Molengeek, mais au Maroc, qui font de la formation. Nous, on a un incubateur et tout, donc c'est pas que de la formation. Et par exemple, UCode, qui est basé sur Simplon, tu vois, Mhm, ou l'école 1337 qui est basée sur l'école 42. mhm. Et ça, c'est deux initiatives françaises, tu vois. Molengeek, c'est marocain, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, ok, ça a été créé en Belgique et tout, mais c'est un Marocain, tu vois, c'est un Marocain qui l'a fait. T'as créé un Et, mouvement. et moi, c'est important pour moi que les Marocains soient fiers de ça, tu vois, parce que moi, je suis fier d'être Marocain. D'où je t'invite parce que j'ai envie que les Marocains te connaissent parce que je pense qu'ils te connaissent pas assez. Et là, c'est vrai que tu fais tes premiers pas au Maroc et que Ouais, tu es pas mal connecté quand même avec les politiques, avec des gens d'influence. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, ils te voient un petit peu le blanc quand même. j'imagine. Même si mais ils te voient que c'est comme Gad Elmaleh, il a dit, t'es toujours le blond de quelqu'un. Non, mais j'imagine. Et moi, je pense que voilà, tu vois, c'est important euh, je pense que c'est important de se faire confiance, c'est important de valoriser qui on est, et c'est important de s'entraider, de se pousser, tu vois, pour qu'on y arrive. Et ça, c'est un petit peu manquant, mais ça va venir, Inch'Allah, je pense que ça va venir bientôt, tu vois. Ok, ok, ok. C'est quoi tes ambitions aujourd'hui? شنو ناوي دير في هادشي كامل? Parce que Moi, là, il y a encore plein de choses à faire, plein de chantiers. C'est quoi écoute, l'ambition d'Yal Brahim aujourd'hui? moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'essayer d'amener mon petit gravillon de petites pierres à l'édifice du futur écosystème mondial tech qu'il y aura au Maroc, et dont je suis sûr que ça va arriver. Et donc, moi, là, à court terme, mon combat, c'est d'expliquer aux entreprises qu'il faut arrêter de lier impact sociétal avec charité, mais d'intégrer directement l'impact sociétal dans le développement de son entreprise et Business, de son business, exactement. bien sûr. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère vraiment des entreprises qui travaillent avec nous en payant des services sur facture que en nous sponsorisant, par exemple. Et puis,
Mon ambition, ben, je vais te l'annoncer, hein, vu que hier j'étais à Rabat avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur Mehdi Ben Saïd. Eh ben, écoute, on est en train de travailler sur un deuxième Molen Geek au Maroc. Et là, ça me touche énormément parce que c'est dans la ville natale de mon père, donc c'est Al-Hoceima, on travaille sur ça. Et tu vas me dire, tiens, pourquoi Al-Hoceima? Tu vois, parce que je Ouais, c'est pense par coïncidence ou il y a du favoritisme là? Mais je pense, tu sais, quand je suis venu au Maroc et qu'on me demande, on savait que j'étais de Molenbeek et qu'on me disait, ah tiens, du Maroc, t'es d'où? Et je leur dis, bah, le Hoceima. Ils me disaient toujours, Mskin, t'as tout coché. Tu vois? Ils disaient, tu vois? Et je pense que, pour moi, je pense que lancer une initiative comme ça, le Hoceima, si ça marche à le Hoceima, ça peut marcher partout au Maroc. Je veux un proof of concept dans un environnement qui n'est pas acquis, tu vois? Je Exactement. veux, je veux aller dans un environnement parce que en faire un autre à Tanger ou en faire un autre à Rabat, ça va fonctionner. Tu vois, Bien sûr, bien sûr, tu bien vois. sûr, Et bien donc, sûr. est-ce que, Qui peut le plus peut le moins. voilà, exactement. Et moi, j'ai envie d'un modèle qui fonctionne dans une région, dans une ville où il y a pas grand-chose, où il y a pas, voilà, il y a la jeunesse et tout ça. Et l'idée, c'est de voir si ça fonctionne là, est-ce qu'on la scale up sur tout le Maroc et qu'on regarde comment on fait pour la scale up sur tout le Maroc et comment on fait pour que cette initiative marocaine puisse impacter un maximum les jeunes du Maroc et l'entrepreneuriat au Maroc et l'économie au Maroc. Tu vois. Donc c'est quoi? C'est dans un an, 2 ans que ça va être mon geek Al Husseima? Il paraît plus court que Voilà. ça. Il paraît que Le- c'est plus court que ça. Tu vois. Ah ouais? Ok, Ah donc ouais, 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 ouais. Donc, quand il y a les trucs qui ça s'activent, va. ça s'active. Ça s'active très vite au Maroc. C'est ça que j'adore au Maroc aussi, c'est que ça bouge. Ça bouge. C'est Ouais, incroyable. Non, mais mais vraiment, en tout cas, les gens avec qui je suis en contact, je vais pas dire ça, hein, les gens qui je suis en contact, mhm. on a vu le CEO de 2M en juin, le bâtiment était prêt en novembre. Mais tu comprends, il y avait rien dans le bâtiment. Il a retapé tout, 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 tout. Enfin, je veux dire, c'était une course contre l'âme. Et il l'a fait, mais vraiment à l'américaine, tu vois, à la marocaine, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, ils perdent pas de temps. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme et j'espère que ça va s'ouvrir bientôt. Ouais, c'est une question de mois. C'est pas une question d'année, c'est vraiment une question Incroyable. de mois. Et Inch'Allah, voilà, on ouvre là-bas. Et moi, mon objectif, c'est vraiment euh, sur le modèle, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un challenge à Al-Hoceima aussi, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise tech pour embaucher les talents. Justement, ça c'était une des questions. Je veux dire, fina khedmo. Donc à moins que tu crées du offshoring comme on a dit ou du C'est l'objectif. service avec l'étranger. C'est exactement l'objectif. C'est le modèle indien, de Ouais. commencer avec ça et de voir quelle technologie il faut mettre en place, sur quelle tech. Ça peut être du Salesforce, ça peut être du Odoo, ça peut être plein de choses qu'on peut mettre en place et de les pousser de plus en plus loin. Les nouveaux arrivants, de les pousser de plus en plus loin pour avoir les talents nécessaires à pouvoir répondre à une demande qui soit européenne, américaine ou autre, tu vois. C'est vraiment ça. C'est l'idée d'aller chercher des opportunités internes au Maroc, mais aussi à l'extérieur du Maroc. Tu vois. Donc tu te fais bien le POC dans le POC. Le POC في C'est, الحسيمة et le POC du j'ai pas le truc. choix. J'ai pas le choix. Je suis obligé d'arriver à faire ça parce que comme tu dis, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise tech dans la région et l'idée, c'est vraiment de créer les débuts d'un écosystème pour mettre les gens à l'emploi, pour qu'ils puissent gagner leur vie d'abord, en priorité, et pour amener aussi d'autres entreprises qui auraient l'idée d'ouvrir peut-être à Casa qui est surpeuplé, de se dire, ah ben tiens, je vais peut-être aller là, ouvrir là, il y a les talents nécessaires, on va faire des partenariats, pourquoi Et le pas. Maghreb, il est dans cette ambition de régionalisation, de ne pas concentrer, enfin d'éviter de déconcentrer Casa et Rabat sur pas mal de choses. Bah, je suis 1337, elle est à Marrakech. Il y a des choses qui se passent à Ben Guerir maintenant, il est devenu un hub. Exactement. Ouais. Alors que Ben Guerir, c'était rien avant que tu Il y a connais une université là, il paraît. Termos. وكتاكل الكفته مشويه. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et parce que le Maroc, il a du potentiel partout, il a des talents partout. Et
et ramener sur Casa, Rabat. Maintenant, il y a vraiment l'axe Casa, Rabat, Tanger. Tanger aussi, il y a plein de monde qui y va. Et donc, il faut essayer un peu de répartir sur toute la surface du Maroc pour essayer que tout le Maroc soit attractif. Et surtout que la tech offre cette flexibilité-là, parce que tu vois, industrie, c'est compliqué de la faire déplacer, mais la tech, du moment que tu as de la fibre partout, tu envoies de l'internet partout, elle va te Exactement mettre ça. la flexibilité de travailler avec le monde entier, comme tu dis. Exactement, Sarah. Et ça, tu pourras en parler mieux que moi parce que toi, peut-être, tu as vécu, vu que tu es depuis 7 ans en France, tu as vécu le déchirement de la famille. Mhm, Moi, j'ai pas vécu ça, tu vois. mhm, Et je sais que j'ai une amie qui est ici, d'origine de Knetra, Zineb, je lui fais un petit coucou. Elle a eu beaucoup de mal à le déchirement familial, tu vois. mhm. Donc, elle essaie de retourner souvent au Maroc, elle amène ses parents souvent. Et à un moment, tu te dis, mais pourquoi on est obligé de... Pourquoi? Tu vois, c'est Bah, pourquoi, tu vois? en fait, pour être honnête avec toi, parce que moi, je représente aussi l'autre face de, enfin l'autre frontière, je dirais. On est un peu en mode symétrique et c'est que c'est vrai, en fait, les 10 dernières années, on n'avait pas trop d'espoir dans le Maghreb, pour Mhm, être honnête, parce qu'il mhm, y a rien qui se passait. mhm, Et en fait, tu te trouvais très limité en termes, tu dis, ok, bah, je vais sortir de l'école, peu importe ce que tu as fait, bah, t'es très limité en termes d'opportunités professionnelles et en termes d'évolution. mhm. Donc, en fait, la seule façon de pouvoir apprendre et évoluer rapidement, c'est aller vers l'étranger parce que tu peux avancer plus rapidement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est sur le turning point, comme on dit, un point de flexion où le Maghreb, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en fait, il faudra vraiment qu'on re-rapatrie nos talents. اللي هما حنايا دابا المغاربه اللي خرجوا هاد les 10 dernières années من المغرب pour construire ce nouveau Maroc. Parce que si on attend le changement, ça va jamais se passer. Et moi, ce podcast, je l'ai fait un peu pour ça, pour réveiller ces consciences et de dire, il y a des choses à faire. La position de Maghreb, pour la première fois, elle a changé et elle a un peu retourné le dos à l'Europe pour dire, ah, finalement, je suis africain. Et, euh, et de se dire que je vais plus dépendre de cette Europe et que je dois construire avec mes talents. Et le Malik, d'ailleurs, c'est que cet été-là, le Maghreb محتاج les talents diallo partout dans le monde. Et moi, je me rends compte aussi, grâce à ce podcast, que je parle à des Marocains qui sont en Chine, au Canada, installés, qui font des trucs juste incroyables. Mais le Maghreb, mais vraiment, c'est des génies. Et Kangoul, mais putain, pourquoi être les talents, on peut pas en profiter et construire ce Maroc. Je te laisse faire un dernier commentaire sur ça parce que je m'emporte quand je parle. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que le Maroc, il a besoin de tous ses enfants, tu vois, pour pouvoir se développer comme il faut. Hmm. On serait mal placé, toi comme moi, Sarah, de se dire que le Maroc n'évolue pas si on met tous nos efforts en Belgique ou en France. Tu comprends? Exactement. Donc à un moment, si on veut avoir le droit à la critique, on doit au moins s'investir là-bas un minimum et faire notre part. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit, tiens, qu'est-ce qui va pas au Maroc, je t'ai dit, bah, ce côté, un peu de confiance, un peu de valoriser le Marocain et de faire en sorte de s'entraider pour avancer, de monter vers le haut. Je pense vraiment ça, il est manquant. Et je me permets de dire ça parce qu'il y a Molenbeek à Casa, parce que j'ai envie de faire un Molenbeek à Hoceima et parce que mes intentions sont vraiment de m'investir de plus en plus au Maroc. Jamais je Hmm. me serais permis de dire ça si ma vie entière était en Belgique et que je regardais plus vers le Maroc. Tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Mghribi qui est quelque part dans le monde, qui a envie de participer à ce Maroc? Qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil, un insight, On est un tous truc qui peut l'aider dans ses doutes, dans ses peurs, parce qu'en fait, on a du mal à faire le pas parce qu'il y a un vrai travail différents. de réintégration dans son propre pays, que toi, peut-être que tu n'as Exactement. pas eu. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est important. Et je pense vraiment que les deux derniers discours de Sa Majesté étaient vraiment dans l'optique de cette réintégration, tu vois, au Maroc.
Et ça aide. Je pense vraiment que ça aide le fait que les gens se disent que oui, une des priorités, c'est d'accueillir nos talents vivant à l'étranger, donc les MRE. Et moi, le conseil que je donnerais aux Marocains vivant à l'étranger, c'est vous êtes tous spécialistes de quelque chose. Donc, vous avez tous un talent particulier. C'est peut-être dans les technologies, peut-être dans la médecine, peut-être dans autre chose. Hmm. Venez et venez au Maroc et renseignez-vous. Faites un petit tour dans vos spécialités à vous et je suis sûr que vous allez avoir des idées d'amélioration, des idées de contribution et peut-être même rencontrer des gens qui auront besoin de vous. Et c'est à ce moment-là que vous devrez prendre une décision. Donc, prendre Mettre sa main à la pâte. voilà, parce que faire un choix, c'est toujours faire un sacrifice. Donc, à un moment, vous aurez l'opportunité de pouvoir contribuer. Et je pense que c'est important parce que les Marocains comptent sur nous. Donc, je ne veux pas dire le Maroc, mais je pense que les Marocains vraiment comptent sur nous pour cette contribution. En tout cas, moi, j'essaye. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Ibrahim? Je ne vais pas te faire une réponse bateau en te disant les jeunes. Non, non. Je suis pas de réponse bateau. Vraiment, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est c'est les lignes qui bougent, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu vois, c'est C'est moins bateau, ça. hein? C'est moi C'est moins bateau. ça veut dire c'est de C'est changer les règles. l'espoir des choses qui changent, en Voilà, fait. les règles changent, tu vois. Donc on n'est pas condamné, en fait. On n'est pas condamné à rester dans une case parce que les murs de la case, elles bougent et donc on pourra à un moment pouvoir être à notre aise. Et je pense qu'il faut continuer à faire bouger les lignes pour permettre à tout le monde d'avoir, en tout cas, l'occasion d'avoir des perspectives et une opportunité. Qu'est-ce qui te fait peur? Pas grand-chose. Ah, تكون شي حاجة خلعة quand même, un truc. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est bizarre que je vais te dire ça, mais mes proches, c'est bizarre, hein. J'ai peur de perdre mes proches. J'ai toujours peur de, Ah, ok. tu Ok. vois, donc ils sont une source de bonheur, mais j'ai toujours cette phobie de les perdre, tu vois. Donc voilà. Maghribi ou la Maghribiya qui t'ont inspiré ces derniers temps. Ça peut être quelqu'un de connu ou pas, quelqu'un que tu aimerais peut-être qu'il soit à ta place et qu'on ait la même discussion. Ah. Écoute, je vais rendre hommage à Karim Slaoui qui est mort hier. Ok. Comme Hmm. ça, si tu sais pas c'est qui, c'est le fondateur des vélos Cowboy. C'est des vélos, c'est une start-up belge. C'est des vélos Cowboy qui sont très connus, qui se vendent super bien. Oui, C'est les vélos une- cow-boys, je connais. ouais, mais je te dis, ils se vendent super bien. Le fondateur, c'est un Marocain, c'est un des Ah, je cofondateurs. savais pas. Et Ok. ben voilà, Karim Slaoui, et il est mort hier, bah, son âme, Allah yarhamou, et il m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré, et je vais rendre hommage. J'ai envie de lui rendre hommage. Et pour la petite info, tu te rappelles de l'époque Covid, Mhm. Trump avait désigné un Marocain responsable qui était responsable de tout la stratégie Covid aux États-Unis. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était un Marocain. Bah, si tu te renseignes, tu vas revoir son nom. Eh ben, c'est son père. Voilà, comme ça tu sais. Ok, 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 ok. Son Je père. fais le lien maintenant. Voilà, Ok. tu fais le lien. Donc, il s'appelle Karim Slaoui. Il est mort hier. Voilà, comme ça tu sais tout. Donc, lui, il m'a énormément inspiré. Un Quelqu'un peu qui est plombé vivant. l'ambiance là. Ouais, quelqu'un qui est vivant باش نطلع شوية من الرياضيات. Écoute, l'histoire de Saïd Tagmaoui m'inspire énormément. Sa détermination, sa rage, le fait qu'il n'a rien lâché, euh, et le fait qu'il revienne au Maroc et qu'il ait fait l'orphelinat, et voilà, Ouais, ça me touche énormément, ça me c'est parle beaucoup. des Ça me parle beaucoup. Tu vois. top. Bah écoute, Brahim, merci beaucoup pour cet échange. Je pense Merci à qu'on toi, a parlé de pas mal de choses qui étaient pour moi importantes et pour toi aussi, j'imagine. bien sûr. Et ça a été un super moment. ما سخيتش بهذا الوقت. Merci à toi, Salah. Et tu vois, ce genre de podcast aussi, ça renforce ce que je te disais par rapport à ma marocanité maintenant, où je me sens de plus en plus marocain.
Mhm, mhm. Et ça contribue, ce podcast que j'ai fait avec toi. Top, à me merci sortir beaucoup, du merci pour Maroc. le temps accordé. Et ça change peut-être des médias belges et des médias Très bien, c'était très autres et bien. tout. C'était même mieux parfois, tu vois, donc c'est très bien. لا يخطيك لا يخطيك ميرسي بوكو. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هاد المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هاد البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.